Bienvenue dans Politmag, l'émission politique d'RT France. Comme tous les week-ends, on débat avec nos contributeurs des grands sujets de l'actualité politique de la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes avec Lydia Guirousse, essayiste et candidate Les Républicains au municipal. Face à vous, Jean-Paul Huchon, président honoraire du Conseil régional d'Île-de-France. Invité sur ce plateau également, Sergio Coronado, soutien LFI, candidat à la mairie de Bondy. Et Xavier Bois, président du syndicat autonome des sapeurs-pompiers. Merci d'être avec nous sur RT France. Et c'est à la une cette semaine, regardez. De nouvelles violences entre pompiers et policiers mardi, des images qui avaient déjà suscité l'indignation en octobre dernier. Mais cette fois-ci, la mobilisation a-t-elle payé ? On va en parler. Après les concessions annoncées par le ministère de l'Intérieur, les syndicats ont annoncé la suspension de leur mobilisation. Des soldats du feu qui dénoncent aussi les agressions dont ils sont de plus en plus victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Une insécurité à la hausse en France, confirmée par les dernières statistiques ministérielles de la sécurité intérieure. On n'est pas reconnu comme métiariste. Au niveau salaire, on est des fois payé moins cher qu'un reefer, qu'un éboueur. Et c'est ça on n'a rien contre eux. Au contraire, ils le méritent leur salaire. Mais nous, on est prêt à risquer notre vie pour tout le monde, même pour les gens qui nous agressent. Quand on se fait agresser dans la rue, quand on se fait agresser sur intervention, si ces gens-là étaient pris dans un feu, on serait même prêt à donner notre vie pour eux. Et c'est ça le problème, c'est qu'on veut expliquer tout ça aux gens. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas entendu. Donc on cherche en fait absolument à retrouver un politique qui un jour commence à nous défendre, qui reconnaisse notre métier à risque, qui nous prenne en compte, parce que c'est tous les gouvernements successifs depuis des années, depuis un peu plus de 30 ans, qui nous négligent en fait. J'ai proposé une augmentation de la prime au feu qui semble satisfaire les organisations syndicales. Je regrette quelques violences qui ont eu lieu dans le déroulement de la manifestation pendant que nous étions en train de discuter. Xavier Bois, vous étiez ou pas peut-être à cette manifestation mardi. En tout cas, le ministre a fait des concessions, dit-il, une augmentation de la prime du feu notamment. Alors oui, j'étais à la manifestation, j'étais en rendez-vous avec le ministre justement. Donc on avait demandé un rendez-vous à être reçu avant la manifestation pour pouvoir soit apaiser, soit annoncer en fonction des annonces qui auraient pu être faites le matin. Le planning, l'agenda ne l'a pas permis, donc c'est dommage. C'était concomitant. Voilà, c'était un petit peu comme... La dernière fois aussi, on avait demandé un rendez-vous avant, mais on était reçus pendant le déroulement de la manifestation, donc on n'est pas là pour encadrer nos hommes, faire respecter les parcours ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu... Vous auriez préféré que ça se fasse en 2 temps. Non, si on avait été reçus avant, on aurait pu expliquer à nos collègues, prendre des décisions ensemble, au lieu de faire en même temps, sous la pression de la manifestation qui se déroule pas forcément bien, parce que dès le début, il y a eu des incidents en tête de cortège. Donc on l'apprend, ça fait 10 minutes qu'on est assis avec le ministre. On va parler de ce que vous avez réussi à obtenir. Lydia Guirousse, encore ces images de violence entre pompiers et policiers, qu'est-ce que ça donne comme message en tout cas de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan social en France ? C'est des images qui sont terribles. Normalement, la police et les pompiers sont main dans la main. C'est des personnes qui... Quand même, c'est quasiment un sacerdoce que d'être policier ou pompier qui sont prêts à risquer leur vie pour sauver la nôtre et nous protéger. Et voir ces images-là, je trouve que ça fait mal à la France et à la République. Ça dit la tension sociale qu'il y a en France, ça dit aussi les difficultés que rencontrent les pompiers, mais même les policiers, le manque de reconnaissance, le manque de moyens, peut-être des salaires qui ne sont pas à la hauteur de leur engagement. Et c'est terrible d'en arriver à cette situation où ces gens qui sont prêts quasiment à tout pour nous protéger, pour notre sécurité, arrivent à être comme ça en conflit. C'est dramatique. Jean-Paul Huchon, votre réaction aussi à ces images, de nouveau des images violentes entre policiers et pompiers ? Les pompiers, je pense que c'est la catégorie... la plus populaire en France, parce que c'est quand même, en effet, des gens qui risquent leur vie dans des conditions extrêmement difficiles et avec un statut qui n'a pas été revalorisé depuis plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas dans l'immédiat. Les policiers sont souvent appelés pour protéger, parce qu'en banlieue, quand il y a des émeutes, etc., les policiers protègent aussi les pompiers. Et de plus en plus d'ailleurs. Là, ce que je ne comprends pas, c'est comment le ministère de l'Intérieur a pu laisser des policiers matraquer, parce qu'on voit bien les images, c'est quand même hallucinant, des pompiers. C'est quelque chose qui est nouveau, parce que ça, j'ai jamais vu ça comme ça avant, et je pense que c'est tout à fait inadmissible.
dans l'opinion publique, ça pèsera très lourd, parce que c'est symboliquement toujours ceux qui sont les plus proches des gens et les plus populaires. Il s'agit des infirmières, des instituteurs, des policiers, des pompiers, qui sont oubliés et parfois matraqués. Donc quelque chose qui vraiment ne va pas et qui conclut cette séquence qui n'est pas encore finie, loin de là, de manière très détestable. Votre réaction, Sergio Coronado, cette violence que l'on voit quasiment systématiquement maintenant lors des manifestations, y compris celle des pompiers? Je suis assez d'accord avec Jean-Paul Huchon et j'aurais la tentation de qualifier cette violence parce que quand vous nous dites c'est des images de violence, moi ce que je vois depuis un certain temps, pour dire les choses très clairement, depuis le départ, depuis l'origine du mouvement des Gilets jaunes, ce qui s'opère dans le pays, c'est une très grande répression face au mouvement social. En fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Peu importe la catégorie de population qui se retrouve dans la rue pour protester, pour réclamer de meilleures conditions de travail, des augmentations de salaire ou pour refuser les réformes que ce gouvernement porte. On a régulièrement ces mêmes images de matraquage. Je rappelle quand même que la France a été rappelée à l'ordre par des instances internationales. Michel Bachelet, que Jean-Paul Huchon connaît bien, que je connais bien pour avoir été parlementaire des Français de l'étranger au moment où il a été réélu président du Chili et qui dirige désormais le Haut Commissariat des droits humains, avait rappelé la France en fait à une meilleure utilisation de la force légitime et avait alerté sur la disproportion en fait de la répression. Donc moi je suis choqué, comme beaucoup de Français, de voir que finalement, même quand ce sont des pompiers, des héros dans l'imaginaire collectif, ils ont droit toujours à la même réponse, la matraque de la part de ce gouvernement. Et c'est inquiétant, cette incapacité finalement à organiser le dialogue social avec l'ensemble des catégories aujourd'hui mobilisées. Je rappelle ce que vous disiez sur cette manière d'organiser le dialogue social, le désordre. C'est-à-dire qu'au lieu de vous permettre d'encadrer la manifestation, on vous convoque en même temps. Il y avait ce soir une réunion qui était prévue avec les avocats avant la grande mobilisation nationale de demain. Et en fait, le ministère a décidé finalement de voir comment la manifestation se passait, pour voir s'il pouvait prendre appui sur des images de violence pour dénoncer les dérapages. On attend de voir ce qui se passe avant de prendre des décisions. Avant de dialoguer. Alors que je pense que dans une bonne politique, quand on est en responsabilité, c'est de favoriser, de privilégier dans tous les cas de figure le dialogue, la concertation et d'éviter, quand c'est possible, parce que des fois ce n'est pas possible, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. En tout cas, je crois que c'est une façon de faire détestable, ça met en danger les forces de l'ordre. On connaît la situation des forces de l'ordre, c'est des dizaines de millions d'heures supplémentaires non payées, 24 millions d'heures supplémentaires non payées, c'est des conditions de travail dramatiques parfois dans certains quartiers. Des heures supplémentaires que le gouvernement s'est engagé à payer jusqu'à un certain seuil. Oui, les engagements, moi, vous savez, pour un syndicaliste, il faut que ce soit palpable. Il faut que ce soit à la fin du mois sur une fiche de paye. Et puis d'autre part, également, l'image des forces de l'ordre qui s'est considérablement dégradée. Il y a toute une série d'enquêtes aujourd'hui dans les mains de l'IGPN. On a qualifié les dérapages de violences policières. Les policiers qui étaient extrêmement populaires, c'est une corporation dont on a besoin. Qui étaient redevenus populaires. Et notamment, sont aussi des cibles eux-mêmes. Qui sont aujourd'hui des cibles, mais qui sont aujourd'hui dans l'œil du cyclone à cause de la doctrine de maintien de l'ordre que ce gouvernement a choisie. Dans tous les cas de figure, je pense que le pays ne va pas très bien et le premier responsable de cette situation, c'est évidemment le gouvernement. Alors Christophe Castaner s'est félicité de la suspension de la mobilisation des pompiers. C'est par le dialogue, jamais par la violence que nous avançons ensemble avec les collectivités locales. Il a tweeté, Christophe Castaner, à l'issue de cette manifestation. Ça prête un peu à sourire. C'est par le dialogue, jamais par la violence. Ça tranche un petit peu avec les images qu'on a vues dans la rue. À ce moment-là, vous êtes d'accord avec le ministre ? Moyennement. Je reviens, et vous avez très bien décrit la situation. En fait, nous, ce qu'on dénonce, c'est la stratégie de maintien de l'ordre. Avant, c'est pas la première fois que les pompiers manifestent à Paris. Vous sentez cette agressivité ? Bien sûr. Là, pour que la tête de cortège soit matraquée, gazée, qu'on vienne retirer un petit camion de pompiers qui vient faire du bruit. Ça s'est jamais vu, c'est inédit. On avait un cordon de force de l'ordre qui nous empêchait d'avancer, qui maintenait, vous regardez, moi j'ai vu les vidéos parce que comme j'ai pas pu assister à la manifestation, on était contenus. Donc forcément, il y a un malaise social dans le pays. Notre corporation, nous sommes en souffrance parce qu'on est surchargé de travail, de missions qu'on ne devrait pas faire. Donc quand le ministre il dit qu'on dialogue, on avait largement le temps de dialoguer, de négocier avant cette manifestation. Et comme vous l'avez très bien dit, on fait en sorte que la manifestation se produise.
il y aura forcément des incidents, soit qu'on va provoquer, soit certains pompiers pourraient aller faire un petit peu de zèle sur le périph', ou la dernière fois à l'Assemblée nationale. On fait de la violence, et comme ça, après, on ne parle plus du fond. Aujourd'hui, les revendications des sapeurs-pompiers, c'est un problème de fond, c'est un problème de société. Notre service de secours est malade, mais vraiment malade. On perd du sens à réaliser, à faire notre métier. Et même des vocations, plus personne n'a envie de faire ce métier. On va regarder vos revendications, justement, le droit à partir à la retraite à 57 ans sans décote, la revalorisation de la prime du feu qui stagne maintenant depuis 1990, une hausse des effectifs et des mesures concrètes pour lutter contre les agressions. De toutes ces revendications, Xavier Bois, lesquelles avez-vous obtenues ? Alors, on a obtenu des engagements, mais comme vous l'avez très bien dit, les engagements, c'est voilà, hein, on verra dans le temps. Donc on est conscient par contre que les problèmes que nous dénonçons sont des problèmes qui sont, c'est pas d'aujourd'hui, et c'est pas des problèmes qu'on va résoudre du jour au lendemain. La sursollicitation sur les interventions de secours à victimes, aujourd'hui il faut des moyens, il faut des vecteurs de transport pour des gens qui ne peuvent plus être visités par un médecin parce qu'il n'y a plus de médecins. Oui, donc c'est le métier des médecins. Voilà, en fait c'est quand il y a quelqu'un qui veut aller parce qu'il a mal au ventre depuis 3 jours, et on appelle les pompiers. Quelqu'un qui on a des tickets d'intervention, mais c'est des violences conjugales. Les violences conjugales, c'est les pompiers qui y vont parce qu'il n'y a plus les forces. Vous êtes le dernier ressort pour ces populations qui souffrent ? Bien sûr, mais alors c'est un petit peu le sens de notre métier, d'apporter du réconfort. Sauf qu'aujourd'hui, on fait ça à longueur de temps. Les conséquences de faire ça à longueur de temps, c'est que quand on est en garde à la caserne, normalement on devrait s'entraîner, on ne peut plus le faire. Donc nos maintiens des acquis techniques, on est en train de le perdre aujourd'hui. Et le pompier s'en rend compte, on voit ça de l'intérieur. Et c'est ce qui nous fait mal en fait aujourd'hui. Donc quand on va manifester, comme l'a dit le collègue à la manifestation, Place de la République, il faudrait qu'il y ait un politique qui s'occupe un peu de nous, qui nous écoute. On ne revendique pas des hausses de salaire uniquement. On dit voilà, il y a un problème, écoutez-nous, prenez-en conscience, c'est la société. C'est un problème qui dure, vous dites, Sergio Coronado. Les politiques précédentes, finalement, ont pas fait mieux. C'est ça qui est très inquiétant, c'est que tous les corps de métier qui ont pour mission, en fait, de venir en aide à nos concitoyens, les pompiers, les policiers, je l'ai dit, le nombre de suicides depuis le début de l'année est ahurissant, mais également tous les corps hospitaliers, les médecins, les infirmières, les aides-soignants sont mobilisés depuis des mois et des mois dans le pays. On a eu des grèves, des urgences, on a eu jusqu'à 266 services des urgences en grève le même jour. On a eu les démissions massives des chefs de service, et donc il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ça ne date pas d'hier, c'est vrai, et ce ne sera pas réglé du jour au lendemain. Cependant, organiser la concertation, reconnaître les difficultés, l'effort budgétaire que le pays doit consentir pour que ces corps de métier puissent continuer à s'occuper de la population et de nos concitoyens, c'est la moindre des choses, c'est une base de départ. On a l'impression que depuis le départ, le gouvernement joue avec le feu, sans mauvais jeu de mots, avec les pompiers, mais avec tous les autres corps de métier mobilisés. C'est-à-dire préférer la violence, prendre à partie la population en disant, vous voyez, c'est des violences, c'est des nervis. On a vu ce que ça a donné avec les Gilets jaunes. Le gouvernement a été néanmoins contraint, in fine, de lâcher 11 milliards pour 17, enfin 11 au début et 17 à l'arrivée, sans satisfaire les revendications qui avaient été clairement formulées par ce mouvement. Bien sûr. Alors, il faudrait une politique plus volontariste, selon vous, Jean-Paul Huchon, justement, pour aider tous ces métiers qui sont en confrontation directe avec l'urgence sociale. Vous savez, on réfléchit toujours pour savoir ce que doit faire l'État, ce que doivent faire les collectivités locales, etc. Donc, il y a le régalien, et c'est le régalien qui souffre le plus. On renvoie la balle aussi à ce niveau-là. C'est le régalien qui souffre le plus aujourd'hui. Et en plus, on oblige les collectivités locales à suivre dans une certaine mesure, puisque dans les départements, c'est les pompiers qui sont en charge, les départements qui sont en charge des pompiers. Plus généralement, il y a eu cette semaine une information lourde qui est l'accusation portée contre la France pour la manière dont elle gère ses prisons. Et donc, vous avez une réputation, c'est très ancien, vous avez une réputation de la France sur l'ensemble des questions qui concernent directement la vie des citoyens qui commence à être mauvaise. Il y a les Européens, nos amis des pays étrangers sont très inquiets parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une dérive française de l'autorité. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui.
Et c'est symbolisé, évidemment. Une dérive française sur l'autorité, mais qui ne règle pas les problèmes. Mais vous parliez ce sont les fonctions régaliennes de l'État. Mais oui. ces fonctions-là, elles sont affaiblies depuis des dizaines d'années par des Bien politiques. sûr. Des politiques budgétaires, des politiques de diminution de la puissance publique. Et de manière concomitante, à quoi on assiste? On le voit au moment des élections municipales, parce que c'est au cœur du débat public. C'est des restructurations d'hôpitaux, c'est des restructurations de services. Moi, je suis dans une ville, par exemple, où on a un hôpital qui va, de fait, quasiment disparaître. En fait. Et donc, avec une sorte de désert médical qui s'instaure, avec une difficulté à avoir accès aux spécialistes. Et quand on se trouve en difficulté, que fait-on? Vous l'avez rappelé tout à l'heure lors de votre intervention, on appelle les pompiers. Donc, vous mobilisant sur des tâches qui ne sont pas, a priori, les tâches prioritaires de votre corps de métier, qui est plutôt de s'attaquer au feu pour sécuriser les périmètres. Et donc, c'est une réalité que le pays connaît depuis des dizaines d'années. On est à l'os. On est vraiment à l'os. C'est-à-dire que si on ne se dit pas quel est le contrat social sur lequel, dans les années qui viennent, ce pays va vivre, avec les services publics, les services régaliens, et puis la population, parce que ce qui fait le contrat français, c'est d'avoir accès à l'éducation, à la sécurité, grâce aux pompiers, aux policiers, à la santé, grâce aux hôpitaux publics. À un moment donné, je crois que les choses deviennent extrêmement compliquées, et il est normal, naturel parfois, que les gens éprouvent de la frustration et manifestent de la colère face au démantèlement de ces protections-là. Alors de la colère qui s'ajoute à la colère, puisque les chiffres de la criminalité sont sortis en décembre, ils ne sont pas bons. 970 homicides constatés en 2019, 76 morts de plus qu'en 2018, avec 120 signalements de violences par mois, des violences contre les pompiers spécifiquement. C'est cette violence aussi qui fait que vous êtes débordé aujourd'hui, Xavier Bois ? La violence, je voudrais aussi qu'on reparle sur l'indemnité de feu, sur l'engagement. On va en parler, mais sur la violence, on arrive à des chiffres qui avoisinent les 10 agressions de sapeurs-pompiers par jour en France. Encore une fois, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on est agressé? De la part de ceux que vous secourez, bien sûr, et aussi de la part de personnes qui vous tendent des guet-apens, on l'a vu. Alors voilà, il y a plusieurs niveaux de violence. Il y a des gens qui peuvent être violents de par une pathologie. Il y a des gens qui peuvent être violents parce qu'on n'a pas à intervenir sur ces gens-là. C'est les forces de l'ordre qui doivent intervenir. Je vous prends le cas d'une ivresse voie publique. L'ivresse publique manifeste, c'est prévu par le Code de la santé publique. C'est les policiers qui doivent intervenir. Ce ne sont pas les pompiers. Mais sauf que comme il n'y a pas de véhicule de police, quand il y a des véhicules de police et qu'il n'y a plus de place en cellule de dégrisement, on envoie les pompiers. Et qu'est-ce que les pompiers font? Ce qu'on appelle un conflit de valeurs. Déjà, on sait que ce n'est pas notre mission. Et en plus de ça, on va surcharger. On participe à la montée en charge des hôpitaux. Donc on sait que nos collègues aux urgences, on va leur ramener encore quelqu'un qui n'a rien à y faire, qui n'est pas malade, qui n'est pas blessé, mais qui ne peut pas être pris en charge et qui trouble l'ordre public. Donc voilà les missions de pompiers, où est-ce qu'on en est? Une grande manifestation d'ailleurs à Strasbourg, la semaine dernière, justement contre ces violences, contre votre profession. Lydia Guirousse, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. La violence contre les pompiers. Et la violence en général. De manière générale, oui, il y a 700 agressions par jour maintenant en France. Il y a une augmentation de 8% quand même des coups et blessures depuis un an, plus 21% depuis 3 ans. Il y a plus 19% de viols quand même en une année en France. Donc oui, il y a en plus, il y a par ailleurs les cambriolages qui ont explosé. Donc il y a un climat de violence qui s'est installé. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de baisse, de recul de l'autorité, une autorité qui n'est pas incarnée. L'un explique l'autre ou comment est-ce que vous expliquez ? Je pense, oui, parce que d'ailleurs les policiers qui souffrent également, qui ont très peu d'équipement dans le budget cette année, il y a une baisse de 6% du budget qui est alloué à l'équipement des forces de l'ordre, alors qu'ils demandent en même temps d'avoir plus de moyens pour s'équiper, pour pouvoir s'entraîner, avoir des voitures, des gilets pare-balles qui fonctionnent, et on leur retire des moyens. Donc je pense que tout ça est lié. Et puis quand les policiers arrêtent les personnes, souvent il n'y a pas les condamnations qui suivent. Donc ils ont une forme de frustration, la justice ne suit pas. On parlait des prisons tout à l'heure, Emmanuel Macron avait une promesse de campagne, construire je crois 40 000 places de prison, il a divisé le chiffre par 3. Voilà, on ne construit plus de prisons, les prisons sont saturées, il est indispensable de construire des prisons, malheureusement la violence explose, il faut construire des prisons, et là on a l'impression qu'il y a une politique pénale qui consiste à dire
jusqu'à 6 mois, vous n'allez pas en prison, hein, c'est pas très grave si vous êtes condamné à 6 mois. C'est ce qu'avait dit Nicole Belloubet. Et concernant la violence, elle s'exprime chez les pompiers, dans certains quartiers qui sont devenus des zones où on n'a plus le droit d'aller, où vous avez des groupes, hein, comme des gangs aux États-Unis, qui considèrent que c'est leur territoire. Les forces de l'ordre, les pompiers, mais même parfois les médecins n'ont pas le droit de s'y rendre. Et vous avez des agressions de pompiers, vous avez des agressions de policiers. Au mois de novembre, à Chanteloup-les-Vignes, en Île-de-France. Et là, vous avez un Premier ministre qui dit c'est une bande d'imbéciles irresponsables. Non, c'est une bande de délinquants qui s'en prend aux forces de l'ordre, qui se retrouvent attaqués et qui ne sont pas soutenus par le Premier ministre. Alors Sergio Coronado et ensuite vous, Jean-Paul Huchon, sur ces violences justement, c'est la priorité, l'insécurité est la priorité numéro 1 pour les Français qui vont voter oui, malheureusement, lors de ces municipales, même pour la France. Une augmentation des faits de violence, des faits d'agression, des actes racistes, antisémites. Les chiffres sont en effet inquiétants. Moi, je ne pense pas néanmoins que la présence de l'État se résume à une présence policière. Je crois que dans des territoires qui sont difficiles, parfois ce que l'on constate avant que la violence, c'est le retour de la police municipale. Avant que la violence n'explose, c'est finalement la démission progressive des services publics, des services régaliens de l'État. On voit qu'il n'y a plus de politique de la ville, qu'il n'y a pas de politique d'animation, pas de politique d'insertion. Et puis, pour avoir suivi les questions de police et de justice pendant très longtemps, pendant mon mandat de parlementaire, je pense qu'il ne faut pas avoir d'approche simpliste. La prison, c'est une machine à récidive. On le sait depuis fort longtemps. Et que plus on construit, excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu, plus on construit de places de prison, plus on incarcère en France. Et donc on est régulièrement condamné en raison des chiffres de surpopulation. Je crois en effet que chaque délit et chaque crime doit faire l'objet d'une sanction et d'une punition. Néanmoins, je ne pense pas qu'on règle les questions de sécurité, les questions de troubles à l'ordre public, les questions de désordre uniquement par la casse répressive. Et ce qui manque depuis des dizaines d'années, ça a été le cas au début des années 80, par exemple, quand on avait une vraie réflexion sur la politique de la ville, sur la politique d'insertion, sur la politique d'accompagnement. Je crois que vous ne voulez pas entendre, madame, que la police... Oui, mais vous m'interrompez, donc je hausse le ton parce que j'avais la parole. Je ne hurle pas, madame. Mais ce que vous ne voulez pas entendre, c'est que, en France, comme partout ailleurs, la prison... ça produit de la récidive, ça produit des délinquants, ça produit de la violence quand les gens sortent et qu'ils ne sont pas accompagnés. Donc la solution que vous donnez, elle paraît simple, elle paraît alléchante, mais le résultat à la fin, c'est des territoires encore plus soumis à la dangerosité des trafiquants, des violents, des voleurs, des gens qui ne respectent pas l'ordre républicain. C'est ça votre solution. C'est ça votre solution. C'est de déverser des millions dans la politique de la ville. Sergio Coronado, est-ce que la violence n'a pas changé de nature ? Oui, elle a changé un peu de nature. On est violent plus jeune, par exemple. On n'est plus seulement dans ce... On est violent à l'égard des représentants de l'État, ce qui n'était pas nécessairement... Voilà, c'est pas une violence sociale, mais sociétale, dit le criminologue Alain Bauer, justement, dans ses conclusions sur cette augmentation de la violence aujourd'hui. Oui, donc mais ça a changé de nature. La réflexion sur la manière dont on s'attaque à la violence, elle ne fait pas aujourd'hui objet d'une réflexion finalement politique au niveau où cela devrait être le cas. Je crois en effet que la réponse sécuritaire ne peut pas être la seule. Ça ne veut pas dire que moi je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais punir ou jamais sanctionner. Non. Mais qu'il faut s'attarder sur les résultats aujourd'hui de la politique pénale, de la politique répressive, du fait que, par exemple, les institutions qui sont chargées de la prévention n'ont pas les moyens d'assurer cette mission, et celles et ceux qui vous proposent simplement la prison comme seule solution vous mentent, parce que le résultat, on le connaît. Je peux peut-être intervenir. Et après, Jean-Paul Huchon. Excusez-moi, Jean-Paul. On le connaît, le résultat. Très rapidement, depuis 3 ans, on a une forme de laxisme dans la continuité du quinquennat de François Hollande. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes avec ce rapport qui a été publié dans le JDD. Je sais pas, plus 21% en 3 ans. On a été plutôt laxiste. On a été contre la construction de prisons, contre le fait de condamner les personnes. Les résultats sont là. La violence augmente en France. La diminution du nombre de policiers... Excusez-moi, non, mais une remarque. La plus grande diminution de force de police, la plus grande diminution de force de l'ordre, de policiers dans nos rues, c'est sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy que vous avez soutenu, madame. Alors, allez, Jean-Paul Huchon. Oui, il y avait des raisons, il y avait des raisons d'avancer dans ce débat. Jean-Paul Huchon. Il reste 20 secondes. Je voudrais
pointer quelque chose de très simple. Il y a aujourd'hui, depuis les Gilets jaunes, une utilisation, un déploiement des forces de police qui fait qu'il n'y a plus de forces de police pour exercer le travail ordinaire. Et ça, personne ne le dit, personne ne le voit, alors qu'il y a des policiers qui pourraient être dans un travail de contact avec la population, etc., d'être dans la police de proximité. Mais tout ça a été abandonné. Et ce qui a été abandonné aussi, et ça c'est très grave, c'est tout ce qui est le travail de prévention. Les clubs de prévention, les types qui prennent en charge les gosses dans les quartiers. Moi, j'ai été président d'un club de prévention, ça donnait quand même des résultats. On pouvait s'occuper des gosses quand ils étaient en difficulté, etc. Tout ça a disparu dans cette rigueur budgétaire qui s'applique et qu'on continue à nous proposer en disant on va supprimer des nombres de fonctionnaires. Ça ne va pas. Merci, restez avec nous. On continue ce débat sur la grogne sociale en France après la manifestation des pompiers mardi. 8e journée nationale interprofessionnelle mercredi, alors que la réforme des retraites a commencé son parcours législatif et financier cette semaine. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite. Cet accord, c'est un accord politique. Ça va bien au-delà d'une simple guerre commerciale. Il est clair que la Chine avait quand même beaucoup plus à perdre que les États-Unis. Je ne suis pas convaincu tout de même que le jeu ne soit pas plus équilibré qu'il n'y paraît. Vous avez un certain nombre de secteurs d'activité aux États-Unis qui ont été lourdement impactés. Ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre leur statut de superpuissance et d'unique superpuissance. La Chine est un pays qui peut beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre pays du monde se passer des États-Unis et entraîner avec elle en plus un certain nombre d'autres pays, européens inclus. C'est aujourd'hui la Chine qui remet en cause l'hégémonie américaine. Et l'actualité, c'est évidemment le coronavirus. Là aussi, c'est un peu un effet de la mondialisation. On a mis quand même plus d'un mois avant que l'information remonte de Wuhan jusqu'à Pékin. C'est-à-dire que les premiers cas du coronavirus remontent au mois de novembre. Alors les effets économiques commencent à se faire sentir, et ils vont se faire sentir notamment en France à cause des touristes. Non, mais il y a eu quand même des mesures très autoritaires de prise, oui, bien sûr, mais pour pouvoir stopper la contagion. Dans un cas comme ça, il n'y a que des mesures autoritaires qui peuvent être prises. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un message là en direction de Trump? C'est constant chez les Chinois depuis toujours. Hein, nous avons réussi en 30 ans à nous développer à un niveau où vous avez mis 200 ans à le faire. Alors, venez pas nous donner des leçons. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une autre leçon? C'est que la mondialisation dont on a dit que pique-pendre, on n'est pas très bien outillé. C'est qu'aujourd'hui, quand une épidémie vient de Chine, elle se répand dans le monde entier. Politmag, la suite avec nos contributeurs Lydia Guirous, Jean-Paul Huchon et nos invités Sergio Coronado, soutien LFI et candidat à la mairie de Bondy, et Xavier Bois, président du syndicat autonome des sapeurs-pompiers. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit dans la rue alors que le texte a commencé son parcours législatif cette semaine et que s'est ouvert jeudi la conférence sur le financement. Un timing très serré et contesté par l'opposition. Mardi, le Sénat a demandé au Premier ministre de lever la procédure accélérée. Réponse le lendemain d'Édouard Philippe. Nous allons rester sur le calendrier proposé. Écoutez. La conférence des présidents qui vient de se réunir a décidé
de s'opposer à l'engagement de la procédure accélérée sur le projet de loi organique relatif au système universel de retraite et sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Cette décision sera notifiée à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Acte est donné de cette communication. Nous allons tenir le calendrier que nous nous sommes fixé, Monsieur le Président Marseille. Et le calendrier que nous avons fixé, c'est effectivement la présentation d'un projet de loi en Conseil des ministres, c'était vendredi dernier, et l'examen par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, au cours du premier semestre, de ce texte, de façon à ce que nous puissions espérer, je ne veux pas préjuger de l'issue du débat parlementaire, mais c'est en tout cas l'objectif que nous nous fixons, une adoption du texte avant l'interruption estivale. Voilà, avant l'interruption estivale, les choses doivent être réglées. Jean-Paul Huchon, c'est une négociation au pas de course là, qui s'engage au niveau législatif. Oui, mais je pense que le Premier ministre s'avance beaucoup quand il dit qu'il devra tenir son calendrier, parce qu'il y a des syndicats, il y a des parlementaires, et on ne peut pas effacer d'un seul coup la protestation d'une des deux institutions majeures de notre démocratie, qui est le Sénat. Et je veux dire, on n'a pas le temps, on n'a que 4 jours. Le fait que ça soit Assouline, qui est un sénateur socialiste, qui parle au nom du Sénat, ça devrait quand même un petit peu remuer les méninges de nos gouvernants. À l'unanimité de la conférence des présidents. Exactement, donc il y a quand même... tous les feux sont au rouge, mais le gouvernement veut néanmoins maintenir le cap. Continue à foncer, bien sûr, mais c'est quelque chose qui va se terminer pas bien, parce qu'on ne peut pas espérer que cette réforme, si on veut que cette réforme ait un sens, c'est qu'elle ne sera quand même pas rejetée par une grande majorité des Français et des forces politiques. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Xavier Bois, on a entendu le ministre de l'Intérieur dire que vous aviez obtenu une revalorisation de la prime du feu. D'autres concessions ont été faites aussi suite à la mobilisation. Alors, donc je vous disais tout à l'heure les engagements. Donc on a eu des engagements comme quoi les dossiers avaient été pris en compte et qu'ils allaient se régler. Donc on sait que le calendrier va être long. Quand il dit on a accordé la revalorisation de la prime du feu, c'est exact ou pas? La revalorisation de l'indemnité de feu, aujourd'hui qui est à 19 depuis 1990, on demandait à ce qu'elle soit à 28, portée à 28 comme pour les forces de police, 28% du traitement. Donc c'est variable en fonction du grade et non pas en fonction du métier qu'on exécute. 28% du traitement, c'était une demande qu'on avait estimée légitime comme pour les autres forces publiques. Il nous propose une augmentation à 25%. Donc nous, on aurait préféré négocier avec nos employeurs, ceux qui payent, parce que ordonner une augmentation, alors que c'est pas lui qui paye, c'est un petit peu délicat. D'autant plus qu'au lendemain de la... Expliquez-nous qui sont vos employeurs pour que nos téléspectateurs comprennent. Les employeurs sont les présidents des conseils départementaux. Voilà. Donc ce que disait monsieur tout à l'heure, les pompiers, on a un système bicéphale, on est commandé par le régalien, l'État, pour tout ce qui est démission, et financé par les collectivités locales, donc les présidents, les conseils départementaux, et c'est eux qui financent. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvé sur une partie de ping-pong où les employeurs disaient nous, on considère que votre demande est légitime. Si j'avais l'argent de l'État, je vous l'accorderais. Et l'État dit c'est tout à fait normal, je ne suis pas votre employeur, sinon mais je vous l'accorde. Comme dans la police, je l'ai accordé, mais je suis leur employeur, quand le ministre Castaner nous répond. Et à nous, il ne peut pas nous le dire parce que ce n'est pas notre employeur. Donc aujourd'hui, il veut imposer une augmentation à 25% de l'indemnité de feu aux conseils départementaux. On sait très bien que la libre administration des collectivités permettra aux départements de pouvoir accorder cette prime en fonction d'un calendrier, ce que nous rejetions. Et c'est pas lui qui paye. Donc l'État doit, quand on entendait le président Sarkozy à l'époque, à un congrès de sapeurs-pompiers, dire la reconnaissance de la nation, on vous la doit, messieurs, quand il s'adresse aux pompiers. Maintenant, on a envie de dire, s'il y a une reconnaissance de la nation que l'on nous doit, l'État doit donner les moyens aux collectivités de nous accorder ce que l'on demande en moyens, en effectifs. L'indemnité de feu, c'était quelque chose qu'on pouvait obtenir qui aurait apaisé la situation et faire comprendre un petit peu à tout le monde que notre métier va mal et que les problèmes vont être longs à résoudre. Vous sentez que vous n'êtes pas entendu? On a entendu le secrétaire d'État à la fonction publique aussi dire que de toute façon, vous alliez pouvoir partir 5 à 10 ans plus tôt. C'est ce que vous vouliez également. Et on écoute le secrétaire d'État, on en parle après. Les policiers, les douaniers de la branche surveillance, les pompiers professionnels, les surveillants pénitentiaires,
les policiers municipaux et les contrôleurs aériens, puisque les contrôleurs aériens font l'objet d'une directive spécifique européenne, bénéficieront toujours d'un départ anticipé, soit de 5, soit de 10 ans avant l'âge légal d'ouverture des droits. La loi prévoit ce départ anticipé pour les métiers considérés comme dangereux, et un décret, comme c'est le cas aujourd'hui, précisera profession par profession les conditions de ce départ anticipé. Et pour vous, donc, ce sera 5 ans plus tôt, mais il faut que ce soit validé aussi par le Premier ministre. On l'a déjà, en fait. Ce départ anticipé, nous l'avons, on peut quitter la profession à taux plein à 57 ans. Lorsqu'on a réuni toutes les conditions, l'annuité, pour le moment, c'est comme ça. Demain, nous dire qu'on partira à 57, parce qu'il ne faut pas faire de 10 ans, c'est pas pour les pompiers, c'est pour les policiers. Donc 57 ans, on pourra partir à 57 ans avec une décote de 5% par rapport à l'âge pivot d'équilibre qui sera de 59 pour nous si on fait le parallélisme avec les autres, avec le droit commun, et qui augmentera. De toute façon, qui augmentera parce que quand on regarde comment il va être mis en place, c'est par rapport à l'espérance de vie, donc il va faire que d'augmenter. C'est un non-sens au départ anticipé pour les métiers comme les nôtres. Si on nous dit à un moment qu'on ne peut plus partir en intervention parce qu'on est trop vieux, si on est trop vieux aujourd'hui, on sera encore trop vieux demain. Comme on était trop vieux hier, il y a une revendication d'il y a 25 ou 30 ans peut-être, où les pompiers demandaient un départ à la retraite à 50 ans. On nous l'a accordé à 55. 55 est devenu 57. Et demain, ça sera quoi? Déjà, pour partir à taux plein, il faudra attendre 59 ans. C'est un peu le problème pour tous les Français dans cette réforme des retraites. Sergio Coronado, comment est-ce que vous jugez cette gestion à la va-vite? En tout cas, on le voit, le gouvernement qui veut coûte que coûte que les choses soient bouclées à l'été. D'abord, un sentiment d'amateurisme, je crois, partagé par tous les observateurs devant les imprécisions, la méconnaissance d'ailleurs de celles et de ceux qui sont chargés de vendre la réforme sur les plateaux de télévision, dans le débat public. On n'a jamais la même version, on n'a jamais les précisions qu'on estime nécessaires. Et je constate en effet qu'une réforme, pour contestable qu'elle soit, doit bénéficier d'un peu de soutien quand même. Ou dans l'opinion, ou parmi les corps concernés. Les corps concernés. Là, je constate qu'au niveau institutionnel, on a toutes les oppositions qui, pour diverses raisons, sont contre la réforme des retraites. Le Conseil d'État a étrillé l'étude d'impact. Comme jamais, il ne l'a fait. D'habitude, il prend des gants. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Il est allé vraiment à la mitraillette. D'autre part, quand je regarde dans le fonctionnement de la démocratie sociale, je vois que même le patronat ne va pas au front pour défendre les retraites. Et par exemple, je regardais les déclarations des syndicats des cadres. Le gouvernement propose qu'au-delà de 120 000 euros, on échappe désormais aux cotisations en fait, et patronales et salariées. Même les syndicats des cadres ne souhaitent pas en fait cette proposition qui est faite par le gouvernement. Donc je me demande, in fine, qui soutient cette réforme, à part le président de la République. Et l'opposition qui est vent debout, Lydia Guirousse également, qui critique le fait qu'il y ait une conférence de financement qui se tient alors que la réforme est déjà dans le parcours législatif. Oui, tout est incompréhensible en fait. On en a parlé depuis des semaines, mais on n'y comprend toujours rien. Le calendrier est incompréhensible. Il y a eu 18 mois de consultation, rien n'en est sorti. Personne n'est d'accord avec cette réforme. Toutes les oppositions sont vent debout. On a l'impression qu'ils veulent piétiner le Parlement en imposant un débat qui est très court. Le Conseil d'État qui critique également. Et le gouvernement qui ne lâche toujours pas. Dernier sondage... On ne comprend pas cette obstination en réalité. Dernier sondage qui révèle que 50% des chefs d'entreprise se disent favorables à l'âge pivot, mais la moitié se dit pas favorable à l'âge pivot. Donc même là, il y a des dissonances. Jean-Paul Huchon, commentaire? Vous allez trouver des dissonances, y compris avec le patronat, sur ce sujet, mais aussi sur d'autres. Par exemple, on en reparlera tout à l'heure, peut-être, sur cette affaire de la possibilité pour les familles qui ont perdu un enfant de faire le deuil. Même le patronat, c'est pour... parler, oui. C'est autre chose. Donc, il n'y a plus de soutien. Il n'y a plus de soutien. Or, franchement, une opération aussi bouleversante qui concerne, c'est pour ça que ça dure et que c'est difficile, tous les Français sont concernés. C'est aberrant de vouloir s'être acharné là-dessus, alors qu'en réalité, jamais
les gens n'ont élu Macron pour la retraite universelle. Hein. Tout ça, tout le monde le sait. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Et ils font comme si ils avaient un mandat du peuple pour faire ça. Mais ils ne l'ont pas. Xavier Bois, vous qui avez défendu en tout cas vos régimes de retraite face aux ministres, comment est-ce que vous sentez cette ouverture de dialogue? Est-ce qu'elle existe véritablement ou pas? On n'a pas défendu, on a essayé. Parce que, je vous dis, le départ anticipé, nous l'avons. Aujourd'hui, on est sûr. Vous sentez qu'il y a de l'écoute ou pas? Parce que c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Il y a eu de l'écoute parce qu'ils ont découvert comment fonctionnait le régime de retraite appliqué aux sapeurs-pompiers. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert. Pourquoi découvert, parce qu'en fait, nos interlocuteurs du cabinet de Levoix ont découvert que les sapeurs-pompiers avaient un temps d'équivalence, un temps de travail équivalent. Alors, beaucoup ne le savent pas. Un pompier, quand il travaille 24 heures, on lui paye seulement 16 heures ou 17 heures de travail. Donc, le problème des heures supplémentaires, comme il y a dans la police, ça n'arrivera pas chez les pompiers parce que notre temps de travail n'est pas 2607 heures comme tout le monde, mais peut aller jusqu'à 2256 et on est sur une moyenne. Les pompiers travaillent 2200 heures. Donc quand on nous dit que notre métier est dangereux, la reconnaissance de la nation, ça commencerait déjà aussi par là, c'est de sortir un décret de temps de travail, qu'on ait un temps de travail comme tous les autres fonctionnaires, qu'on ait un temps de travail qui reconnaisse notre temps de travail de nuit, parce que si notre métier est dangereux et qu'on doit être, pour le départ anticipé, partir plus tôt parce qu'on a des effets néfastes sur la santé de notre métier, et bien déjà qu'on commence par pas nous exposer gratuitement. Aujourd'hui, ça ne nous rapporte rien, à part les maladies et compagnie. La mobilisation se poursuit, il y aura encore des manifestations la semaine prochaine, chez les avocats également. Là aussi, ils ne lâcheront rien, Sergio Coronado. Moi, je suis très étonné par la détermination et la créativité. D'ailleurs, vous avez vu sur les réseaux sociaux, tout n'est pas violence. Hein, je ne voudrais pas qu'on ait ce sentiment-là. Souvent, les professions qui manifestent font preuve à la fois de détermination et de créativité, d'imagination. Et je constate, parce que je suis ça avec beaucoup d'attention, la détermination des avocats, en effet. C'est la première fois que je vois bâtonniers, avocats, toutes couleurs politiques confondues. Hein. C'est un monde qui est parfois très politisé, où il y a des joutes et une colère inédite. Hein. Une colère inédite. J'allais faire une pique, mais à ma voisine. Depuis Rachida Dati, on n'avait pas vu une telle mobilisation unanime contre. Mais non, j'en ai beaucoup. C'était une pique et elle était un peu déplacée. Ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois qu'on constate, en effet, que devant une mobilisation aussi massive d'une profession comme celle des avocats, il y a un tel aveuglement, une telle volonté de croire qu'au fond, ils avaient reçu mandat du peuple pour mener à bien cette réforme. C'est une caisse autonome, c'est une caisse qui n'est pas déficitaire, et on a le sentiment, comme le disent les avocats, que l'État, désormais, s'attaque à tous les bijoux de famille, de toutes les corporations, de tous les corps de métier, pour finalement abonder le budget de l'État. Il fait l'unanimité contre lui, en tout cas. Absolument. Je voudrais qu'on réagisse à ce qui s'est passé cette semaine. Le salaire des cheminots-grévistes a fini dans les poches des non-grévistes, Jean-Paul Huchon, des primes pour ceux qui n'avaient pas fait grève, et évidemment les heures de grève défalquées des fiches de paye des cheminots. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, sur cette affaire des heures de grève payées, pas payées, etc., ça fait longtemps qu'on est revenu au fait que quand on fait la grève, on n'est pas payé. Oui. Ça, c'est clair. On peut donner des primes aussi, mais est-ce que c'est un bon message de la part de l'entreprise publique ? Mais donner des primes à des gens qui n'ont pas fait grève, en plein combat général sur ce sujet, c'est une provocation supplémentaire. Je connais bien le président de la SNCF, il n'a pas pu faire ça sans avoir évoqué ça avec au moins son ministre de tutelle. Vous pensez ? Bien sûr. Attendez, le président de la SNCF... Donc ça a été validé alors, au plus haut ? Évidemment. Et c'est véritablement pour les personnes qui n'ont pas fait grève. C'est une provocation de plus. Oui, c'est légal. Hein, oui, ceux qui ont permis justement aux services publics... Vous avez raison, ce n'est pas nécessairement légal parce que le droit de grève est un droit constitutionnel, donc subir une discrimination et ne pas bénéficier de primes, je ne suis pas sûr que ce soit très légal, et d'ailleurs les organisations syndicales ont décidé de porter l'affaire. La prime est à discrétion de l'employeur en principe. Non, pas à la discrétion dans une entreprise comme la SNCF ou la RATP, et je voudrais d'ailleurs tirer mon chapeau à ces agents qui ont fait que la mobilisation des retraites a pris de l'ampleur, même si ça a créé du désagrément, parce que les grèves, elles ont affecté essentiellement les salariés de l'Île-de-France, mais je trouve en effet qu'ils ont eu du courage, de la détermination, et qu'ils le payent. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu, c'est des fiches de paye qui arrivent au mois de janvier, avec 0 euros.
une cause pour tous les Français. Des syndicats, il me semble, notamment la CGT avait communiqué là-dessus en disant qu'il y avait eu des dons et donc qui finançaient c'est classique pour compenser une partie de la perte. C'est même pas le fait de payer ou pas payer les grèves, c'est le fait de donner une prime à ceux qui n'ont pas fait grève. En plus, le climat social entre les grévistes et les non-grévistes au sein de l'entreprise, c'est délétère. Non, mais les caisses, les cagnottes, tout ça, c'est gentil, mais c'est totalement misérable par rapport à l'ampleur du truc. Si la SNCF prétend qu'elle a perdu un milliard, etc., vous voyez bien que ça n'a pas de sens d'avancer des arguments comme ça. Je ne comprends pas, encore une fois, la SNCF reste une entreprise publique, elle n'a pas pu prendre ce type de disposition sans en avoir référé. Alors, Madame Borne ou quelqu'un d'autre. Quel message ça envoie alors de la part du gouvernement, puisque vous parlez de... C'est une espèce de comme s'il y avait une vengeance spécifique d'encourager à ne pas faire grève. Contre les grévistes, voilà, c'est ça. Mais ça, si vous voulez, ça s'est peut-être fait du temps de Thatcher, mais ça ne se fait pas en France. On a souvent avec ce gouvernement ce sentiment qu'il l'humilie. Ouais. Qu'il n'arrive pas à agir autrement que dans l'humiliation. Et les catégories qui sont concernées l'éprouvent avec beaucoup de souffrance parfois. C'est le cas, je disais tout à l'heure, parlant des avocats, quand ils se mobilisent, et ils sont mobilisés depuis plus d'un an. C'est pas la première fois qu'on voit des robes comme ça jetées devant des audiences solennelles ou des représentants de l'État. Et la concertation n'a jamais lieu en fait. N'a jamais lieu. Et quand vous entendez, par exemple, Madame Belloubet intervenir sur les ondes ou sur les plateaux de télévision, on est dans le déni absolu. C'est un régime universel, tout le monde doit y rentrer, il n'y a pas de négociation possible, c'est non négociable. Oui, ceux qui souffrent, on se pose toujours la question, est-ce que c'est de la maladresse ou de la provocation avec le gouvernement? Et sur beaucoup de force de la répétition donne peut-être la réponse. Voilà. En tout cas, les lycéens, eux aussi, ont souffert d'avoir fait grève, puisque certains n'ont pas pu entrer lors d'une séance de rattrapage d'histoire géo. Ça s'est passé à La Rochelle, ils ont fait grève, ils ont bloqué le lycée. Du coup, ils n'ont pas pu rentrer lors de cette séance de rattrapage cette semaine. Réaction peut-être Xavier Bois, quand on interdit à des lycéens qui ont bloqué un lycée de pouvoir assister à la séance de rattrapage. Alors, la réaction déjà, c'est que ça n'envoie pas un beau message de notre pays. Vous avez peut-être des enfants, J'ai des enfants, elle n'en est pas là, ma fille, mais non, mais c'est inquiétant quand même, parce que tout à l'heure, récompenser les non-grévistes. Aujourd'hui, maintenant, sur les lycéens, dire, voilà, vous avez voulu faire grève, la prochaine fois, c'est pas un bon message. Ça renvoie à des périodes assez sombres, quand même, de l'histoire de France. Ça me fait penser à ça, c'est une réaction tout de suite à chaud. Je pense qu'effectivement, le système de revaloriser un salarié non gréviste ne doit pas être légal. Il y a déjà des jugements dans ce sens-là où on fait venir des intérimaires ou des gens pour remplacer les grévistes, ce n'est pas autorisé. Oui, ça va se régler devant la justice. Voilà, même le bénévolat, c'est pas autorisé pour remplacer les grévistes, parce qu'on en remet un principe constitutionnel quand même d'empêcher la grève. Là aussi, est-ce que c'est pas légal, Sergio Coronado, d'interdire à un lycéen d'assister à une épreuve importante en plus pour son avenir? Je crois que s'en prendre à des lycéens qui ont fait preuve d'esprit de citoyenneté, moi je ne suis pas père de famille, mais mon frère l'est, par exemple, et quand ses enfants lui racontent des choses qui relèvent de la politique, de la vie publique, il en est plutôt fier. Donc, de punir ainsi des lycéens, mais c'est une règle quasi générale depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous les images choquantes de ces lycéens à genoux, les mains derrière le dos, ou là, dernièrement, des lycéens du 20e arrondissement également, qui finissent en garde à vue pendant 24 heures. Moi, je ne dis pas que tout doit être autorisé, mais à quoi servent ces mesures qui sont punitives et humiliantes pour des jeunes gens qui découvrent en fait l'engagement, le débat public, la mobilisation sociale? On a l'impression en effet qu'on veut punir, humilier en permanence, et on revient à ce qui caractérise finalement cette méthode odieuse de gouverner. On leur reproche d'avoir bloqué le lycée et de ne pas avoir prendre en otage aussi. Que leurs camarades n'ont pas pu passer la première épreuve. Passer leurs épreuves, c'est ça. Il y a une prise d'otage. Ça se passe dans les lycées, ça se passe dans les universités aussi. Il faut aussi comprendre ceux qui ont envie d'aller passer leurs examens et qui veulent. Voilà. Et je pense que parfois il faut rappeler aussi les règles et le respect des autres. Oui, et notamment sur les mots, parce que utiliser le terme de prise d'otage sur un débrayage de lycée ou d'université, vous m'excuserez, mais je trouve l'expression un peu obscène. On en refera un autre débat, c'est l'heure du coup de gueule à présent. Très obscène même. Si vous voulez.
Et pour vous, Jean-Paul Huchon, un coup de gueule contre le rejet de l'allongement du congé d'un salarié venant de perdre un enfant. Si j'ai bien compris, le président de la République a fait savoir par un collaborateur, c'est pas lui qui l'a fait directement, qu'il fallait faire preuve d'un peu d'humanité dans le gouvernement. Le président a recadré, effectivement. Oui, et vous vous rendez compte où on en est? Vous perdez un enfant, c'est votre vie qui s'effondre d'un seul coup. Et pour l'instant, il y avait 5 jours. Il faut un peu de temps, il faut un petit délai pour venir à bout de ces situations. Une tragédie. Et le faire comme ça, et le faire gérer par le gouvernement, par le ministre, la ministre, qui s'est engagée en même temps. Alors à l'Assemblée, ça a chahuté un peu, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est vraiment inadmissible. C'est l'inhumanité. C'est une proposition des centristes qui voulaient augmenter à 12 jours au lieu de 5 aujourd'hui, et ça a été retoqué par la majorité. Voilà. Ils ont voté contre, c'était donc par une députée UDI. Et c'est votre coup de gueule également, Lydia Guiroux. On a le même coup de gueule, voilà. Donc on se réunit là-dessus, vous trouvez ça indécent et choquant. C'était soutenu par les Républicains, et puis voir le groupe La République En Marche ne pas voter pour cet allongement du congé de deuil quand on perd un enfant, enfin, il n'y a pas plus dramatique comme situation. Est-ce qu'on se relève de ça un jour? Ils estiment que ce n'est pas aux entreprises de supporter. Mais même le MEDEF a réagi pour dire qu'évidemment, ils sont favorables à cela et qu'il faut donner le temps à la personne de se relever de cette épreuve. Donc le MEDEF est quand même plus sensible que les députés de La République En Marche, et il faut que le président de la République intervienne pour dire faites quand même preuve d'humanité. Là, il y a une forme de déconnexion et de manque de sensibilité et d'humanité qui fait parfois un peu froid dans le dos quand même. Non, parce que Jean-Paul Huchon. Ils ont vraiment fait la totale, si j'ose dire, parce que quand on sait que Laurence Parisot, qui n'est pas totalement n'importe qui, et que le président du MEDEF, M. Roux de Bézieux, a dit, attendez, c'est pas ça qui va mettre les entreprises en perte de compétitivité. Enfin, on est chez les fous de dire des choses comme ça. Et faut être aux côtés du collaborateur. Ces députés de la République En Marche, et ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont à côté de leur pompe complètement. Ils sont totalement à côté de leur pompe. On devrait quand même être alerté contre l'ensemble des oppositions. Et là, c'était le cas sur cette proposition de rallongement. Il y avait l'AFI, les socialistes, les Républicains. Mais il y avait déjà eu cette unanimité des oppositions sur la privatisation d'ADP. Et ça n'avait pas fait bouger d'un iota ce gouvernement. À un moment donné, on se dit que leur faut-il pour prendre en compte les oppositions unanimes ou majoritaires dans le pays pour en tenir compte? On verra, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup en tout cas, merci Jean-Paul Huchon, merci Lydia Guiroux pour votre contribution à Politmag, merci Xavier Bois et merci Sergio Coronado d'avoir répondu à nos questions sur RT France. C'est la fin de Politmag, restez avec nous. Chaque jour en politique, des milliers de parties d'échecs sont jouées, mais les règles ne sont pas toujours respectées. Les couleurs changent de camp. Les pions prennent la place des rois. De fines stratégies peuvent porter des résultats inattendus. Et même un coup décisif ne fait que repousser la victoire. Je suis Oleg Chomer et chaque semaine dans l'échiquier mondial, nous analyserons les coups les plus complexes du jeu politique international.